Bonjour Hugues Malino, Bonjour. on est ravis de te recevoir ici pour ce nouvel épisode de La Parole A, un format 100% comptoir des éleveurs que vous retrouvez notamment sur YouTube ou les réseaux sociaux. Cet épisode est en partenariat avec GRDF qui nous accompagne aujourd'hui. On va en parler justement de GRDF avec toi Hugues et de toutes ces solutions pour accompagner les éleveurs, les solutions qui existent. Alors tu es directeur recherche et innovation au sein de GRDF et justement l'une des promesses de GRDF c'est de soutenir les agriculteurs. Concrètement par soutenir on entend quoi ? Alors, GRDF est un distributeur de gaz. Donc d'abord, GRDF doit réaliser son métier. Et son métier peut paraître un peu complexe, donc soutenir le développement des gaz verts, c'est quoi? C'est d'aller vers un potentiel producteur et on va dire, de l'accompagner pour qu'il comprenne tous les chemins qu'il faut prendre et tous pas les obstacles, enfin les étapes qu'il faut conduire pour pouvoir mener à bien son projet de production de biométhane. Et étant distributeur, notre problématique particulière et première, c'est où se situe le lieu de production, comment on va le raccorder, quelles sont les étapes institutionnelles, administratives à franchir pour pouvoir faire en sorte que le gaz que l'agriculteur souhaite produire puisse être injecté dans nos réseaux. Pourquoi la GRDF s'intéresse de près au monde et au secteur de l'élevage? Pourquoi c'est pour vous assez important? Alors on a un enjeu premier, nous, qui est de faire en sorte de devenir le distributeur de 100% de gaz renouvelable. On s'est fixé une ambition, c'est de l'être en 2050. Ok. Et donc, du coup, on a recherché les sources potentielles de capacité de production. Et on s'est aperçu que valoriser les déchets agricoles était une belle possibilité pour faire en sorte de produire du gaz renouvelable. Voilà. Donc, cette idée, elle est venue comme ça. Elle est venue par la nécessité, évidemment, de transformer ce gaz naturel fossile en gaz renouvelable. Et on est allé vers le secteur, vers le monde agricole et de l'élevage. Où il y a des opportunités, où il y a des possibilités. Et du coup, voilà, un vrai rôle pour vous à jouer auprès des éleveurs. Ça va être quel rôle finalement, plus que juste aller chercher ce gaz-là? Ça va être aussi un rôle d'accompagnement, un rôle d'aidant? Alors au départ, on peut penser que c'est très très simple comme processus, puisqu'en fait, il s'agit de décomposer de la matière et faire en sorte de récupérer le gaz qu'elle forme en se décomposant, puis de le mettre dans les tubes. Sauf que c'est quand même pas si simple que ça. Bien sûr. Il a fallu, entre guillemets, tester, inventer, mettre en œuvre le process de décomposition anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, pour faire en sorte qu'on ait bien à la fin du CH4 d'un côté, qui est le gaz que l'on cherche, et du CO2 biogénique de l'autre. Et ça, on en reparlera. Donc, ça suppose beaucoup d'étapes, et ça suppose aussi beaucoup de compréhension. Alors, on va peut-être évoquer plusieurs solutions, plusieurs possibilités pour les agriculteurs, mais celle qui vous tient à cœur, c'est la méthanisation. Alors déjà, avant d'expliquer vraiment comment ça fonctionne, peut-être dans le détail, pourquoi ce serait une solution d'avenir qui serait à la fois viable et certaine, la méthanisation? On s'inscrit dans un temps long. Alors, c'est la place de l'agriculture dans son contexte sociétal, on va dire. Alors, les agriculteurs, les éleveurs, leur objectif premier au départ, c'était de nourrir la population. Demain, avec cet intérêt-là, on peut commencer à nourrir, échauffer et rendre possible une mobilité nouvelle avec du gaz renouvelable. Voilà, donc en fait, à partir de là, cette idée d'enrichir le rôle du monde agricole d'un rôle de nourrir à un rôle de chauffer, apporter de l'énergie, eh bien, se sont développées beaucoup d'idées. Donc à partir de là, cette production enrichit le rôle, bien entendu, mais le complexifie aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut aller creuser des notions qu'un agriculteur standard, normal, mais bon, il faut éviter ce mot normal, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, voilà, qu'un agriculteur standard doit mettre en œuvre pour faire fonctionner son exploitation. Voilà, donc il faut aller vers d'autres domaines. Est-ce que concrètement, un agriculteur a le temps? Parce qu'on voit déjà que les journées, les plannings, les agendas des agriculteurs sont déjà très chargés. Est-ce qu'il a le temps de se rajouter ce rôle supplémentaire? Alors, autour de la problématique d'apporter le gisement qui va se décomposer au sein d'un méthaniseur, toute l'activité de traitement du lisier, de stockage du lisier, de réépandage du lisier, tout ça, il le faisait naturellement. Donc en fait, il y a le temps de la construction, où là, ce n'est pas lui qui construit son projet, c'est une équipe qui l'entoure en termes d'études et en termes de construction. Après, il y a le fonctionnement. Alors c'est vrai que dans le fonctionnement, souvent, ils sont plusieurs et ils se répartissent des rôles. Voilà, entre la surveillance, la maintenance, l'électricité, le démontage, remontage de certaines pièces. Voilà, les agriculteurs sont en général très agiles
et n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, comme on peut dire. Et donc, voilà, ils s'organisent pour apporter. Alors, ça crée aussi, bien entendu, quelques emplois, hein, tout ça. Mais bon, on en reparlera sans doute. Oui, juste. Mais en base, une fois que le projet est fait, ça prend un petit peu de temps à l'agriculteur, c'est vrai, mais c'est complémentaire à son activité. Voilà, donc, pour ceux que l'on connaît aujourd'hui, ça rentre bien dans leur process naturel, si je puis dire. Est-ce qu'on peut expliquer justement précisément comment ça fonctionne, la méthanisation, vraiment les différentes étapes, pour qu'on sache bien de quoi on parle? Alors la méthanisation, d'abord, c'est une question d'intrants. Alors les intrants, c'est quoi? C'est le lisier agricole et ça peut être aussi des déchets végétaux, par exemple. Donc d'abord, c'est repérer quels vont être leurs intrants, les avoir suffisamment en volume et les installer dans le méthaniseur. Une fois qu'ils sont dans le méthaniseur, les bactéries jouent un rôle dans un milieu aqueux, donc humide, et anaérobie, c'est-à-dire que tout ça c'est étanche et donc ça fonctionne sans oxygène. Et c'est pour ça que la bactérie va développer une capacité de destruction des parois cellulaires des déchets et faire en sorte que, une fois ouvertes, ces parois, eh bien, elles libèrent le carbone, l'hydrogène qui était dans les molécules primaires pour les recomposer en CH4 d'un côté et en CO2 biogénique de l'autre. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer ce lieu où les microbes, les bactéries Exactement. peuvent digérer cette matière C'est un organique. volume étanche, anaérobique, dans lequel des petites bactéries font leur boulot. Et au bout de 40 jours, en général, à peu près, hein, la matière est digérée et se transforme en digestat. Et alors, vu qu'on parle d'innovation, forcément, avec toi, Hugues, comment la technologie concernant la méthanisation a évolué? Parce que la méthanisation, c'est pas nouveau, mais est-ce que la technologie, elle, est nouvelle? Est-ce qu'on voit arriver sur le marché de plus en plus de choses différentes, de choses évolutives? Alors, un peu comme tout le temps, si je puis dire, il y a une idée de départ, et puis après, il y a plein de curiosités, et après, il y a plein de développements. Voilà. Donc, d'un système assez simple, si on peut dire, où on met dans un ballon étanche de la matière et on laisse faire la nature, ou la biologie ou la chimie, on a plein de personnes qui ont réfléchi à comment faire mieux. Alors, il y a des personnes qui pensent à comment est-ce qu'on peut peut-être exciter le milieu, si je puis dire, par le biais de l'électricité. Voilà, pour améliorer le rendement du système. Il y en a d'autres qui disent, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu de biochar dans le mélange pour faire en sorte qu'on produise aussi plus de carbone. Donc il y a plein d'idées pour booster, on en parlera peut-être, mais on fait des appels à projets. Il y a une petite société qui s'appelle MetaBoost qui a, on va dire, conçu aussi une amélioration du process. Donc il y a plein d'idées autour de la méthanisation pour améliorer le rendement. Ce qui compte surtout, c'est de tirer le maximum de carbone recombiné à d'hydrogène pour faire du CH4 dans ce ventre, dans cet estomac qu'est le méthaniseur. J'aimerais, Hugues, concrètement qu'on parle de chiffres, parce que tout ça, ça a un prix quand même. Les méthaniseurs, ça peut monter à 6 chiffres, 7 chiffres parfois. Enfin, ça peut avoir un certain coût. Mais à l'inverse, quels peuvent être les bénéfices pour les exploitations, concrètement? Alors concrètement, comme tout projet important comme cela, parce qu'on parle quand même de plusieurs millions d'euros d'investissement, et en fonction de la capacité, et puis en fonction aussi des coûts, parce que évidemment, par exemple, pendant la phase Covid, pendant le début de la guerre en Ukraine, certains coûts se sont envolés, donc sont revenus à des standards plus acceptables aujourd'hui. Voilà, donc ces choses varient, mais on est à plusieurs millions d'euros. Voilà, la moyenne entre 6 et 10 millions d'euros, vous avez un moyen à presque gros méthaniseur dans ces sommes-là. De toute façon, on est dans un monde financier. Donc, il faut faire des emprunts, voilà, forcément. Donc, une banque prête de l'argent. Et puis, on a des aides aussi publiques pour équilibrer le budget. Donc, on va dire que pendant la durée du tarif d'achat, l'agriculteur, le producteur, la société qui va produire du biométhane équilibre ses coûts. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas estimer un rendement exceptionnel le temps du remboursement et de l'amortissement de l'investissement, ce qui est normal, c'est le monde assez classique, comme un promoteur immobilier qui construit un immeuble. Voilà, on a à peu près 9 ans, par exemple, pour rembourser l'investissement. Donc là, on est sur ça. Et une fois l'amortissement terminé? Une fois l'amortissement terminé, on n'a plus que des frais de maintenance. Et c'est là que la question se pose sur la durabilité de l'installation et puis comment est-ce qu'on peut-être améliorer encore le rendement pour faire de nouveaux investissements et améliorer le système pour qu'il produise encore plus. Nous, l'idée aujourd'hui, pour prendre quelques chiffres assez simples, on est autour de 4% de la consommation française qui aujourd'hui
peut bénéficier d'un gaz renouvelable. L'idée, c'est de monter graduellement à jusqu'à 100% en 2050, et pour ça, on aura besoin de toutes les bonnes idées et tous les renforcements de capacité de production. Voilà. On parlait d'emplois tout à l'heure, parce que justement, la méthanisation amène de nouveaux emplois. En 2018, ce sont 4 000 emplois qui ont été générés. Le nombre pourrait passer à 53 000 d'ici à 2030, vu que le nombre de méthaniseurs augmente forcément. C'est un effet direct, c'est-à-dire que là, on parle des agriculteurs, mais sur l'économie, globalement aussi, il y a un enjeu, assez fort. Bien sûr. Alors, au-delà des bureaux d'études qui accompagnent les agriculteurs pour concevoir, construire, et puis après les aider dans l'exploitation, on a tous les systèmes qui sont à côté. Par exemple, prenons l'exemple de la digitalisation. C'est un mot à la mode aujourd'hui. Tout doit être sous format de data et sous format électronique. Surveiller une installation de production de biométhane, c'est très peu digitalisé aujourd'hui. Ça le sera, j'en suis certain, beaucoup plus demain. Parce qu'il va falloir faire de la maintenance prédictive, parce qu'il va falloir beaucoup plus mesurer les capacités d'injection. Est-ce qu'on est au taquet, c'est-à-dire au maximum de ce qu'on appelle, nous, la Cmax? Est-ce qu'on est trop bas? Est-ce qu'on a fait le volume prévu dans les contrats pour l'année? Et tout ça, ça va se calculer, ça va se surveiller. Et la digitalisation, par exemple, est un vrai objet. Donc ça va développer aussi quelques emplois informatiques. Donc on est à plusieurs milliers d'emplois, c'est une évidence. Ce qu'on imagine, nous, 2050, c'est que la France pourrait être couverte entre 4 et 5 000 méthaniseurs. Et donc, on fait un rapport assez vite, puisque entre, on va dire, les exploitations agricoles que ça va, entre guillemets, permettre de croître, et donc de maintenir leur vie et de croître en termes d'exploitation, il y a tout le système autour. Donc, c'est vrai que imaginer 45 000, 50 000 emplois autour de ce nouveau procédé, c'est pas du tout incohérent. Et c'est pas négligeable. Selon un rapport de la Cour des comptes, il y a de nouveaux dispositifs de soutien à la production de biogaz pour atteindre les objectifs. Ça concernerait les méthaniseurs agricoles en favorisant les installations de grande taille. Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier les petits méthaniseurs ou les moyens méthaniseurs? On n'est pas du tout dans cette réflexion-là, nous, en tout cas aujourd'hui à GRDF, parce que on voit bien que nos pourcentages aujourd'hui par rapport à la cible, on n'est pas du tout dans une guerre du petit contre le gros. Voilà, ça c'est déjà la première chose. On aura besoin de tous les savoirs, toutes les compétences et tous les systèmes de production. C'est évident pour atteindre 100%, même si ce 100% se conjugue avec une légère baisse de consommation parce que les systèmes énergétiques seront plus performants, les bâtiments seront mieux isolés, la mobilité sera sans doute aussi un peu mieux gérée en termes de consommation. Voilà. Mais pour aller vers ces 100%, on a besoin de tous les systèmes. Voilà, donc la vraie question, c'est quoi l'adaptation réglementaire autour des petits et des gros? Faut-il la même réglementation? Faut-il une réglementation particulière? Et est-ce que finalement, au bout de tout ça, on arrive à une énergie qui est sociétalement acceptable en termes de coût, en termes d'efficacité et puis en termes d'usage? C'est ça la vraie question, parce que produire pour produire, si derrière le client n'en a pas besoin, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Donc c'est un ensemble global qu'il faut imaginer. Et elle en est où justement cette réglementation? Est-ce qu'elle est complètement calée en fonction des évolutions ou est-ce qu'elle reste aussi à faire? Alors pour faire très très simple, on peut prendre deux grands objets. L'objet des tarifs d'achat dont les producteurs bénéficient aujourd'hui, qui leur garantissent un prix d'achat et donc du coup une capacité de remboursement sur le moyen terme. Et puis on a aussi un nouvel objet qui s'appelle les certificats de production de biogaz, les CPB, qui basculent d'une aide, on va dire, réglementaire d'État à un achat orienté vers les fournisseurs. Et ce seraient les fournisseurs qui, en achetant ces volumes de gaz renouvelable, permettrait de faire un biseau entre ce que l'État prend sous forme de, entre guillemets, subvention à la consommation d'un gaz renouvelable à des fournisseurs qui, eux, seraient, alors contraints, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, auraient intérêt à acheter du gaz renouvelable parce que c'est celui qui sera le plus vendeur, si je puis dire, dans l'avenir, vu des consommateurs finaux. Alors Hugues, on va faire un petit jeu ensemble. J'ai préparé des petites cartes juste ici, parce que en fait l'idée c'était de parler de méthanisation aujourd'hui, mais moi ce qui m'intéressait c'était aussi de voir si, parce qu'on le sait, GRDF c'est le gestionnaire du plus grand réseau de distribution de gaz en Europe, voir questionner toutes les alternatives possibles et toutes les énergies possibles. Donc je voulais voir en fait, en fonction des types d'énergie, si GRDF avait aussi des pistes, des alternatives, des idées de projets, ou si justement c'était pas dans les cartons aujourd'hui. Donc je te laisse tirer une première carte et on va pouvoir en discuter après. Alors c'est une seule carte. Ouais. Voilà. Ah, alors là on est sur l'hydrogène, l'hydraulique. Est-ce que ça c'est un type d'énergie qui peut être intéressant à traiter à l'avenir, et notamment
en direction de l'agriculture et de l'élevage. Alors, comment vous positionnez à GRDF? Je voudrais pas circonscrire le sujet de façon un petit peu réductrice. En fait, GRDF, son objet social, c'est de distribuer du méthane. Ouais. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le méthane. Alors le méthane, c'est carbone plus 4 hydrogènes. Donc là, on est sur l'hydrogène. Mais d'abord, ce qui nous intéresse, nous, c'est de le combiner au carbone. Voilà. Donc on va regarder tout ce qui est la sphère autour de comment produire du CH4. Voilà. Et donc, on peut, alors si vous me parlez d'hydrogène, si tu me parles d'hydrogène, l'hydrogène, en fait, mon idée, moi, c'est de faire de la méthanation, c'est-à-dire de le recombiner à du carbone pour faire du CH4. Donc oui, pour l'hydrogène, pour trouver la formule la plus économique, ouais, pour le combiner le plus efficacement possible à du carbone pour en faire du CH4. Donc l'hydrogène, important. Voilà. Une autre carte, on ne tirera pas les 5, c'est au pif. Hein. Alors la prochaine, alors on est sur l'éolien. Est-ce que ça vous parle ou pas, GRDF, l'éolien? Alors l'éolien, ça nous parle bien entendu, parce qu'à GRDF, on est persuadé quand même que l'énergie, ça ne peut être qu'un mix, c'est-à-dire un mélange de solutions, des solutions à choix multiples, si je puis dire. Donc l'éolien, bien entendu, puisque l'éolien, quand il y a du vent, c'est l'énergie gratuite. Au même titre que quelque part, la décomposition chimique naturelle est une forme d'énergie gratuite via la chaleur et puis via l'oxygène de l'air. Donc oui, l'éolien, ça nous parle, mais c'est pas notre secteur d'activité. Voilà. Et allez, un petit troisième et dernier, je te laisse choisir. Enfin, sur lequel? Celui-là. Et le solaire. Voilà. Alors le solaire, nous, on le voit plutôt comme le soleil. On le voit plutôt comme de la chaleur et on le voit plutôt comme une capacité à produire de l'électricité verte de façon à faire en sorte que nos process de transformation de carbone, la chimie, nos process biologiques, aient en entrée une électricité verte pour qu'au final, on ait un carbone et un méthane parfaitement verts. Voilà. Donc nous, le solaire, c'est avant tout pour faire en sorte que l'électricité soit verte, pour faire en sorte que notre process de production du gaz renouvelable soit lui aussi 100% vert. Voilà. Alors avant de parler de la suite et un petit peu de ce qui peut se dessiner et de comment on aide aussi peut-être concrètement ces agriculteurs, j'aimerais juste citer un sondage, Hugues, un sondage d'OpinionWay sorti en 2021 qui révèle que seulement 22% des Français savent et peuvent expliquer ce qu'est le biogaz. 46% des personnes interrogées considèrent qu'il est source de mauvaises odeurs, 44% qu'il peut être dangereux, 36% qu'il entraîne la pollution des sols et de l'eau. Ces chiffres, ce sondage, ça t'inspire quoi? Alors ça m'inspire qu'il faut localement parler, écouter et parler. Voilà. Alors, pas parler systématiquement pour convaincre nous que notre solution est bonne, parler pour faire en sorte que les uns et les autres aient la connaissance, la culture, on va dire biologique ou chimique, nécessaire et suffisante pour se dire que ce procédé est un bon procédé, ou en tout cas ce procédé est un procédé qui n'altère pas ma qualité de vie à proximité. Voilà. Donc, il faut écouter et parler. Donc, ça veut dire des débats locaux, apolitiques, si j'ose dire, qui permettent de faire réfléchir à c'est quoi mon besoin énergétique, c'est quoi mon territoire, c'est quoi les enjeux locaux de territorialité, de relations entre nous, entre habitants on va dire du périmètre sur lequel cette production de biométhane va se faire, de façon à ce que tout à chacun comprenne que c'est quelque chose de très naturel. En fait, on accélère la nature. Il faut bien comprendre les choses. C'est que le gaz naturel fossile, c'est quelque chose que la nature a mis 100 millions d'années à produire, à stocker et à laisser comme ça dans nos sous-sols. Quand on fait du biométhane, en fait, on prend des cycles de 6 mois ou 1 an de la nature, mais on fait que faire ce que la nature a fait, c'est-à-dire reproduire un milieu où il n'y a pas trop d'oxygène et où les choses se décomposent lentement. Nous, on accélère les choses. Et voilà, c'est tout. Et justement, qui doit parler localement? C'est GRDF qui doit initier ces débats ou les acteurs agricoles? C'est qui? Alors, il y a plein de personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est être un partenaire de confiance avec les différentes parties prenantes du contexte sociétal local. Voilà. Alors, ça peut être un élu, ça peut être une association de consommateurs, ça peut être... Enfin, l'idée, c'est d'avoir Alors, on a eu une innovation à une époque qui s'appelait un gaz lab. Un laboratoire, une forme de laboratoire social pour écouter les gens et pour leur faire comprendre quel était l'intérêt de développer telle ou telle technologie localement. Voilà. Donc je pense que notre possibilité, nous, c'est d'être acteurs dans l'organisation de ces échanges. Alors Hugues, moi j'aimerais savoir un petit peu comment on accompagne ces agriculteurs concrètement. Demain, moi j'ai envie d'installer un méthaniseur sur mon exploitation. Comment je m'y prends? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques? Qu'est-ce que fait aussi GRDF pour moi? Comment ça se passe?
Alors ça se passe que déjà, il faut faire en sorte de comprendre un peu le sujet, bien entendu, parce que c'est pas comme ça, le matin, on se lève et on se dit, tiens, je veux faire un méthaniseur chez moi. Voilà, c'est pas si Je me simple que doute. ça, voilà. Donc, récupérer l'interlocuteur local de GRDF, par exemple, mais il y a aussi beaucoup de bureaux d'études qui maintenant font de la communication sur tel ou tel support digital. Donc, avoir un interlocuteur et commencer à rentrer dans le sujet par le biais de ce qu'on appelle une préétude. En tout cas chez nous à GRDF, c'est ça. Et donc cette préétude va dire quoi? Elle va dire si localement on peut absorber du gaz, si localement le projet est proche ou pas du réseau, et si localement la production qui est envisagée peut être injectée sans problème dans le réseau parce que le réseau est suffisamment dimensionné. Voilà. Et puis après, il y a tout ce tout ce qui touche aux déclarations administratives. Et puis après, par exemple, à l'aide autour du débat local, parce que faut jamais croire que parce qu'on a une bonne idée, elle va être tout de suite acceptée par tous et toutes. Voilà. Et ce sont les seuls paramètres ou critères à avoir. Il n'y a pas je sais pas, de consigne de taille d'exploitation, d'ancienneté d'exploitation. Alors, si on rentre dans le détail, bien entendu, il y a des équilibres, des grands équilibres, c'est-à-dire une taille d'exploitation versus le volume qu'on souhaite injecter versus ce que le réseau est capable d'accepter. Donc, il y a des questions de taille, bien sûr, il y a des calculs à faire. Il faut s'intéresser aux intrants. Est-ce que c'est plutôt une ferme qui nous interroge? Est-ce que c'est plutôt un céréalier? Est-ce que c'est plutôt aussi une association d'agriculteurs qui souhaitent pouvoir combiner leurs différents déchets? Voilà, donc il y a des choses, évidemment à calculer. Alors bien sûr, ils ont aussi des appuis autour de la Chambre d'agriculture, hein, les agriculteurs, pour estimer le pouvoir calorifique, de leurs intrants. Et après, nous, on est là pour... alors c'est assez technique, hein, mais pour les calculs, tout simplement. Il y a 5 km, il y a 10 km. À quelle pression est-ce qu'on va transporter ce gaz de la production vers nos réseaux? C'est quoi la qualité du gaz? C'est quoi les gestes à poser en termes de sécurité pour l'exploitation du site d'injection? Enfin voilà, toutes ces questions-là, on est là pour accompagner. Et si on reste dans les calculs, mais cette fois financiers et économiques, à quelle hauteur je pourrais bénéficier d'une aide ou d'un emprunt? Quels sont un peu là aussi peut-être les critères concernant Alors, l'installation? on met en relation, on peut mettre en relation avec des établissements bancaires, bien entendu, mais les aides sont relatives. Côté GRDF, bon, il n'y a pas d'aide au sens financier du terme. C'est-à-dire que nous, on a plutôt des coûts, parce qu'il faut des coûts d'études, parce qu'il y a des coûts de raccordement. Par contre, le raccordement, par exemple, est subventionné. C'est-à-dire que l'agriculteur ne va pas payer la totalité de l'extension du réseau pour pouvoir être raccordé à notre réseau. Voilà, donc c'est du cas par cas, il faut regarder. Ça dépend de l'installation, ça dépend de son volume. Les aides sont relatives à la capacité d'injection et de production. Dès 2030, les gaz renouvelables représenteront 20% de la consommation de gaz en France et plus de 40% en 2035. En tout cas, ce sont des objectifs. Est-ce que les objectifs seront tenus, Hugues, selon vous? Une chose est sûre, c'est que d'ici à 2035, on doit faire la preuve, nous, que notre gaz méthane renouvelable est suffisamment bon pour les usages auxquels il se destine. Voilà. Donc il faut que ça soit efficace en volume, efficace en qualité et efficace en distribution, c'est-à-dire l'amener au bon endroit, et efficace dans le temps, c'est-à-dire il faut que cette distribution soit pérenne et dans le long terme, puisque nous, nos réseaux, ils sont installés pour des dizaines d'années. On est par essence, si je puis dire, le modèle d'une industrie capitalistique. Il faut des investissements importants pour construire ce réseau et il faut des charges d'exploitation pour pouvoir l'entretenir et il faut l'entraîner dans le long terme. Donc, injecter du gaz naturel dans ce réseau et faire en sorte que dans 5 ans, on ne sache plus le faire, ça serait complètement ridicule. Donc, jusqu'en 2035, il faut faire la preuve que, 1, ce gaz est de qualité, 2, il répond aux normes réglementaires, 3, nous, on sait l'injecter dans nos réseaux, l'envoyer où c'est nécessaire, et puis après faire ça sur le long terme. Donc on a ce temps-là jusqu'en 2035 pour prouver qu'on est incontournable dans le mix énergétique français. Donc là, il y a vraiment 10 ans décisifs, quoi. Je pense que oui, les 10 prochaines années sont décisives. Et pour faire en sorte que tout le monde comprenne, vous avez dit tout à l'heure que les Français étaient quelquefois un peu interrogatifs sur la qualité du biogaz. D'ailleurs, on ne dit pas biogaz, nous, on dit biométhane, parce que le biogaz, c'est pas du méthane. Voilà, mais bon, restons simples. Donc, que les Français comprennent bien ce qu'est le biogaz. Et puis après, derrière, que l'autorité politique, parce que l'autorité politique, elle fait aussi
ce que veut entendre et ce que souhaite aussi, enfin en tout cas on peut le souhaiter, le citoyen. Donc cet usage-là, s'il est reconnu comme efficace, simple, développant de l'indépendance énergétique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi un point très très important. Plutôt qu'aller acheter du gaz ailleurs, autant acheter le gaz produit sur le territoire français. Voilà. Donc tous ces éléments-là, oui, on a jusqu'en 2035 pour parfaitement convaincre. Et après, on sera dans la place. Et après, tout le monde aura compris que c'est une part du mix énergétique qui est intéressant pour la France. Et dans tout ça, le secteur de l'agriculture se retrouve dans une place centrale. Bien sûr, ah oui, c'est incontournable. Et ça renforce l'existentialité de la raison d'être du monde agricole, bien entendu. Hugues, on va finir cet échange ensemble avec la carte blanche. C'est ce que j'offre à l'invité pour chaque émission, la petite minute où je laisse la parole libre à l'invité pour revenir soit sur un sujet qu'on a déjà évoqué, soit pour aller sur un sujet qu'on n'a pas eu le temps encore de toucher du doigt aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer ou quelque chose là d'important qui pour toi en tout cas est important pour conclure cet échange? Alors, merci de la question. Alors, dans le cadre de cette carte blanche, si je me mets un peu à rêver, qu'est-ce qui m'intéresserait en tant que directeur de la recherche? D'abord, de faire le tour de tous les systèmes possibles de production de gaz renouvelable. Voilà, donc il y a de la pyrogazéification, donc ça veut dire comment est-ce que je brûle d'autres déchets pour en faire un gaz injectable. Il y a de la gazéification hydrothermale, de la méthanation, avec, sous le principe un peu d'électrolyse, comment est-ce que je recombine l'hydrogène au carbone. Donc, aller plus loin dans ces secteurs de recherche, sans frein, voilà, pour encourager les différents partenaires, les différents laboratoires à creuser ces questions-là, puisqu'on en a besoin. Et puis, derrière, il y a les produits, entre guillemets, secondaires de la production de ce gaz renouvelable. Et le produit secondaire superbe, dont on ne parle très peu et dont on aura besoin demain, c'est le CO2 biogénique. Ce CO2-là, on sait que de toute façon, il était là, puisque c'est le CO2 réalisé par la destruction, enfin la dégradation de la matière organique. Donc ce CO2, il est là. Il est renouvelable. Pourquoi? Parce que tous les 6 mois, les plantes poussent et elles sont toujours là. Et donc, à partir de ce CO2 biogénique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est porte ouverte à un monde infini presque. On peut faire, évidemment, enrichir le secteur agricole, parce que tous ceux qui font des tomates, des cultures maraîchines, ce CO2 biogénique peut accélérer la croissance des plantes, bien entendu. Donc l'alimentaire. Alors le secteur alimentaire, c'est très très large. Il y a plein de petites régions qui font leur bière locale. Et les bières locales peuvent, par exemple, utiliser une partie du CO2 biogénique, comme les boissons gazeuses, on ne citera pas de marque, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Donc il y a l'alimentaire, et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle les e-carburants. C'est-à-dire ce CO2 biogénique, une fois décomposé en éthylène, en éthanol, pourra créer la molécule de base pour pouvoir aller vers plus de biocarburants. Et ça aussi, c'est une exigence. Ça ouvre un champ des possibles. Donc ça ouvre un champ des possibles exceptionnel. Merci beaucoup, Hugues Malinaud, d'avoir été avec nous. Je vous le rappelle, directeur recherche et innovation à GRDF. GRDF qui justement nous a accompagnés sur cet épisode de La Parole A, disponible sur le YouTube du Comptoir des éleveurs, mais aussi sur le site internet comptoirdeséleveurs.com et nos réseaux sociaux, bien entendu. À bientôt pour un nouvel épisode. J'ai été ravi d'être avec vous. À très vite.